à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade spéciale UTL, Université du Temps Libre de Guichen. Nous allons dialoguer avec Bertrand Poulaouec. Bien ça ? Poulaouec, oui. C'est ça, avec Bertrand Poulaouec qui a fait une conférence sur Tintin. Nous avons quelqu'un qui est membre du conseil d'administration également, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour donc à toutes et à tous. Et donc nous allons parler de cette conférence sur Tintin. Tout d'abord, si vous le permettez, on s'appelle par nos prénoms, d'accord ? Bertrand, d'où vient ce nom Tintin déjà ? J'ai expliqué qu'en fait, Hergé n'a jamais voulu expliquer vraiment. On pense que c'est venu spontanément le jour où il a créé le personnage en 1929. Dans les pages du journal du supplément pour belge. Oui, bien sûr, oui. Le petit 20e, voilà. D'accord. Et il était donc responsable de l'édition de ce petit journal qui était un supplément hebdomadaire pour les enfants. Ah, c'était le responsable, ce n'était pas que le dessinateur. Ah non, il a été embauché pour créer ça. Alors, il faisait tout. D'accord. Il dessinait d'autres petits trucs, mais il mettait en page, il coordonnait, oui. Et au moment où, je crois que c'est l'abbé Vallès qui lui a demandé, crée donc un personnage, tu sais, il en avait créé un avant. Qui était l'abbé Vallès ? L'abbé Vallès était le patron du journal Le XXe siècle, d'accord, qui était un journal catholique et de droite extrême, on peut dire. À l'époque, on disait pas ça dans les années 20-30, mais enfin bon, aujourd'hui, avec le recul, on sait ça. Donc on va dire d'extrême droite, quoi, c'est ça. Extrême droite, oui. Bon, on va dire comme on veut. Ça ne me gêne pas pour ma part. Oui, d'accord. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais et donc Tintin, le mot Tintin, il est arrivé comme ça. Le premier dessin de la première planche, on voit Tintin et Milou. Et dès le début. Dès la première planche, il y a un journaliste qui vient qui vient à son départ à la gare. Il part au pays des soviets, et il part avec son chien, et son chien s'appelle Milou, et lui s'appelle déjà Tintin. Et on ne sait pas pourquoi le choix d'un chien. Il aurait pu un petit chien, et mieux pas un gros chien, parce que ça aurait été peut-être un peu embarrassant, quoi. Pourquoi le choix d'un chien ? Pour être son alter ego, pour être celui qui sa mauvaise conscience, sa bonne conscience, pour qu'il y ait un échange. Ça, c'est une technique un petit peu, je dirais, comme les clowns, le clown blanc et l'Auguste. Tout à fait. Un peu de la même manière. Les histoires sont plus riches quand il y a deux personnages que quand il y en a qu'un. Ouais. Donc, dès le départ, il en crée un deuxième, un petit. Il faut remarquer que dans tous les albums jusqu'au Crabe aux pinces d'or, et j'expliquerai après pourquoi le Crabe aux pinces d'or ça change, Milou parle, et il parle avec Tintin. Arrivé au Crabe aux pinces d'or, c'est la première fois qu'apparaît le capitaine Haddock, et là, c'est la dernière fois que Milou parle. Donc, en fait, Haddock remplace Milou, en tout cas dans une partie de son rôle qui était celui d'alter ego. Il a choisi un journaliste parce que il avait l'idée d'un personnage qui allait bouger, qui allait voyager, comme ça. C'est un peu particulier puisque Hergé a été complètement dépassé par son personnage. Complètement. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été dépassé par son personnage. Il a été littéralement bouffé par son personnage. Pas bouffé. Pas bouffé, non. Non, il n'a pas été bouffé. Non, pas du tout. Il est resté lui-même, tel qu'en lui-même, quelqu'un d'assez peu sympathique, par ailleurs. Et, mais il y pensait sans arrêt. Oui, c'était un peu une obsession. Ça l'occupait sans cesse, quoi, c'est ça. J'ai eu en tête une interview d'Hergé de 1960.
72-73 Ouais. par la télévision canadienne. Québécoise, je suppose, puisque c'était en français. Et on demande à Hergé quel âge a Tintin. Et là, j'ai été stupéfait de sa réponse. Environ 13 ans. Oh. Il a été complètement dépassé par son personnage. C'est-à-dire qu'il a créé un gamin pour les gamins. Il est resté à cette période-là. Et dans son idée, il continuait à dessiner pour les enfants, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il a... En 72, oui, ça faisait longtemps. C'était fini, pratiquement. Il avait tout écrit. Bien sûr. Il restait... il restait le dernier à sortir. Enfin de toute façon, c'était fini. Même dans sa tête, c'était à peu 72, près. Il avait les studios Hergé, donc il fallait qu'il produise. Mais enfin, il gagnait tellement de blé que... Sûrement qu'il gagnait bien sa vie. Bon, voilà. Et donc, si vous voulez, il s'est pas rendu compte qu'il avait grandi son petit personnage. Donc, pourquoi un reporter? Il avait dans l'idée qu'il était dans le journal Le Petit 20e. Donc, c'est un enfant qui devait être reporter pour les enfants. Il s'adressait à d'autres enfants. Oui, donc, il l'envoie en tant que journaliste, mais un journaliste qui a 13 ans. Parlons un petit peu de la vie de Hergé. Il s'appelait comment, Hergé? Son nom, c'était... Georges Remy. Remy. Oui, en France, on dit Rémy. D'accord. Mais en Belgique, on dit Remy. On dit vraiment Remy, naturellement. Les gens lisent, ils disent c'est Remy. Ah bon. D'origine belge, né à Anvers, je crois, c'est pas ça, non? Non, je pense qu'il est né à Bruxelles. À Bruxelles, d'accord, ok. Je pense qu'il est né à Bruxelles. Je ne sais pas où il est né. Pas grave. Il est né en 1907, mais je dirais à Bruxelles. En tout cas, il a passé toute son enfance à Bruxelles. D'accord. Je ne sais pas où il est né, vraiment. Donc, on a parlé tout à l'heure là, d'un abbé... très catholique, c'est normal, un abbé c'est catholique en général, quoi. Oui, il peut être moyennement, mais lui il était très. Très, et nationaliste, très nationaliste aussi, quoi. Et il s'est fait renvoyer du journal pour des propos racistes. Cet abbé? Oui. Ah oui, en effet. Oui. Le Petit 20e a continué après que l'abbé Vallès a été renvoyé du journal. Il n'était plus le patron du journal. Et donc c'était... Et là, Hergé est devenu le patron, pas du journal, mais complètement le patron. C'est lui qui avait vraiment tout entre les mains dans le Petit 20e. Et quelle était l'attitude d'Hergé par rapport à cet abbé? Il était séduit? Enfin, oui. Même à la fin au niveau idéologique. À la fin de sa vie, il a dit je dois presque tout à l'abbé Vallès. Y compris, par exemple, le fait que l'abbé Vallès lui ait présenté sa future femme. D'accord. Sa future femme qui s'appelait... La première. Milou? Non, c'était pas... Milou, c'était une petite amie qui... c'était une petite amie, Milou. Petite amie de Hergé, d'accord. Et donc, les idées d'Hergé étaient plutôt aussi... très, très nationalistes aussi, ou je pense qu'Hergé n'avait pas de conscience politique. Il suivait le mouvement. Il était boy scout, c'était un boy scout. D'accord. Voilà. Donc il était. Le pire, c'est qu'il n'était pas croyant. Ah ouais, il était athée ou agnostique. Voilà. Ça c'est un drôle de truc, mais enfin bon, il était complètement empreint de catholicisme pur et dur. Ses parents étaient très très croyants, et pratiquants, etc. Quoi. Bon, donc il va chez les boy scouts. Hergé, c'est un boy scout. D'accord, ouais. Mais qui a une très haute opinion de son talent. Bon, il a eu raison, je dis pas. Il n'était pas humble, quoi. Il avait une haute estime de lui-même, quelque part. Oui. Alors, par contre, l'image que l'on a, et d'ailleurs au cours de la conférence que vous nous avez fait l'honneur de nous présenter, vous nous parlez des Tintins chez les Soviets, vous nous parlez de Tintin au Congo, vous nous parlez différents albums qui expriment finalement de on va dire, communisme, voire de l'anti-noir, voire aussi de l'antisémitisme quelque part, oui ou non? Alors, c'est plus compliqué que ça. De l'anticommunisme, oui, ça c'est sûr et certain, mais c'était la majorité des Français et des Belges qui étaient anticommunistes. Il est né en 1907, 10 ans avant la Révolution russe, il ne faut pas oublier. Quand même 10 ans avant. Et nous sommes en 28-29, donc c'est 10 ans après la Révolution. L'anticommunisme est tout à fait ordinaire. C'est pas...
les gens n'ont pas encore tout le recul de l'histoire. Ouais, Elle est en train, l'armée rouge n'a pas encore battu l'armée blanche. Donc là, pour l'instant, ça Attention. Bon. paraissait normal presque, on va dire. Anticommunisme, bien. Ensuite, on parle d'antisémitisme. Ah oui, là, ça, c'est pas tant. Hergé est antisémite. On voit des dessins de nez crochus, les caricatures habituelles qu'on a retrouvées en 1940. Bien sûr. Oui, Hergé est antisémite. J'espère que sur la fin de sa vie, enfin, dans la deuxième partie de sa vie, il y avait un petit peu réfléchi. Il n'est jamais revenu sur toutes ces choses-là, mais c'est patent. Antisémitisme, oui. Après, on a dit anti-noir, non. Non, colonialiste, c'est pas la même chose. D'accord, c'était, par exemple, Tintin en Congo. Le colonialisme. Tintin en Congo, c'était un peu ça, c'était le colonialisme. C'est-à-dire que les Blancs ont une avancée culturelle et donc, voire même plus que culturelle, hein, c'est ça la race. Le racisme, le vrai, se doivent d'aller aider ces pauvres Noirs en Afrique. C'est ça le colonialisme. Finalement, on était les sauveurs, nous, les Européens, c'est ça, quelque part. Bien sûr. Et les Belges, entre autres, aussi. On a amené la civilisation. Oui, comment, Jean-Marie ? On a amené la civilisation. Absolument, tout à fait, on a amené la civilisation. Il ne faut pas oublier que le Congo appartenait en propre au roi des Belges. Exact. Le Congo belge. Le Congo belge, oui. Oui, c'était une propriété, en quelque sorte, une propriété privée. Oui. Tout à fait. Il l'a après donné à l'État belge. Et ça lui appartenait, mais c'était terrible. Les Belges ont fait des massacres terribles. Oui, malheureusement, enfin, là comme ailleurs, malheureusement. Mais les Allemands ont fait plus fort encore, mais... Donc voilà, oui, alors... Parce qu'on voit dans les expressions, quand il parle très bien français, mais quand il fait parler les Noirs... les Noirs et les Juifs. Et les Juifs aussi, oui, d'ailleurs, tiens. Quand il fait parler les Juifs, ils ont un accent, un horrible accent, Zebarli Gonza, donc une sorte de langage que les Juifs étaient censés parler... Dans les pays de l'Est. Venant des pays de l'Est, voilà. Les Juifs ashkénazes, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, c'était... Puis bon, c'était censé faire rire les enfants. C'est incroyable. Mais ça les faisait rire. C'est possible. Malheureusement. Parce que finalement, dans le creuset d'éducation très catholique, on va dire, où l'on disait que le peuple juif était le peuple déicide, quelque part, qui a été rayé d'ailleurs de par les encycliques du pape Jean XXIII beaucoup plus tard, quoi. Ça paraissait presque normal, quoi, peut-être, non ? Pour les jeunes, en l'occurrence. Que l'antisémitisme soit très très bien réparti et bien en France, en Belgique, avant-guerre, certes, mais quand même pas à ce point-là. Non. Je pense qu'il faisait partie d'une frange de la population spécialement antisémite. Mais il s'en rendait même peut-être pas compte d'ailleurs. Il trouvait ça normal, oui. Oui, c'est ça, il trouvait ça tout à fait normal, quoi. Radio Laser en FM et en DAB+. Maintenant, on va peut-être parler des œuvres d'Hergé. Oui. Les premières, vous nous aviez dit qu'elles n'étaient pas terribles, finalement. Non, pas terrible au niveau littérature, au niveau dessin, il était dessinateur de formation, Hergé. Hein, oui. Il avait fait une école. Dessin, oui. Il avait fait une école. Oui, il était diplômé d'une école de dessin. D'accord. Donc les premiers n'étaient pas terribles, y compris Tintin au Congo. Enfin bon, ça a évolué à partir de quand au niveau de ces... Alors, les premiers... Combien il y a eu d'albums, déjà, de Tintin ? 25, 26 24. 24, c'est ça. 24, y compris le premier avec Tintin au pays des Soviets, que finalement, nous tous avons découvert relativement tardivement, puisqu'il n'était pas réédité. Oui. Il sortait dans le journal du Petit 20e, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui, mais en 1929. Hein. C'était en 1929. C'est-à-dire, j'étais pas encore né, hein. Oui, voilà. c'est vrai, absolument. Et il sortait sous forme de planches hebdomadaires. C'est-à-dire que toutes les semaines,
c'était une nouvelle histoire qui commençait pratiquement. Il n'y avait pas de suivi. C'était pas une suite en soi, quoi. Vaguement un fil rouge qui était même... Non, il n'y a pas de fil rouge, mais vaguement le prétexte qui était celui d'aller visiter les pays des soviets, la Russie. Mais c'est pas la Russie, parce que ça s'arrête en Ukraine avant, Biélorussie, tout ça. Donc c'est vraiment les soviets. Bon. D'accord. Et donc l'abbé Vallès a l'idée, une fois que l'histoire est censée être terminée, de le brocher et de le mettre en album. Et il l'a fait. Ouais, mais c'est lui qui l'a fait lui-même. Ah oui, carrément. D'accord. Et donc le stock appartenait au 20e. Ah oui, il n'était pas... Il n'était pas à l'éditeur, il n'était pas... il appartenait au journal. Oui, au journal. Et après, Tintin en Amérique, par exemple, je sais qu'il existe peu d'albums de Tintin en Amérique du départ, en noir et blanc, parce que il était stocké dans la cave d'Hergé, et quand il a voulu aller les chercher, tout était moisi et tout était pourri. Donc, ça a fait... Oui, donc voilà. Donc ça, c'est le premier album. Il est relié. Hergé, il comprend rien du tout à ce truc-là. Et ça marche pas mal. Finalement, il marche bien. Ouais, ça marche pas mal pour... Auprès des enfants. Auprès des enfants. Auprès des enfants, surtout. Hein. Oui, auprès des enfants. Ah oui, c'est pas du tout un truc pour adultes au départ, c'est vrai. Et après, Tintin au Congo, qui est le deuxième, c'est ça, hein? Ouais. Tintin au Congo, c'était aussi destiné aux enfants? Oui. Ça passait bien aussi. Bah oui, il tuait tous les animaux, c'était rigolo. C'était super marrant. Ouais, c'est marrant. Il tue un rhinocéros en faisant un trou dans la tronche, il met une mèche et il le fait exploser. Sympathique. Oui, très sympathique. C'était pas des défenseurs, c'était pas une image de défenseur des animaux et de la biodiversité. Beaucoup de choses ont été enlevées quand ils sont passés aux 62 pages, l'album moderne coloré. Mais enfin, il en reste encore plein de conneries, plein de trucs. L'album, moi je dirais que Tintin au Congo, c'est un album qu'il ne faut pas offrir aux enfants. Vraiment. À cause du contenu, mais quoi. Oui, tout simplement. L'histoire est nulle, et les seules choses qui sont censées plaire aux enfants, c'est des trucs complètement invraisemblables. Donc non, faut... Bon, voilà. Absolument. Mais c'est un témoin de l'époque. Bien sûr. Oui, c'est un témoin de l'époque. Bien sûr. C'est pas... moi, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse. Non, mais je donnerais pas ça à mes petits-enfants, non. Oui. Je leur donnerais d'autres trucs qui les feront rêver. Alors, ça a commencé, tous les albums, au départ, étaient en noir et blanc, c'est ça? Oui, progressivement... jusqu'au Crabe aux pinces d'or, tous les albums paraissent en noir et blanc. D'accord. Ils sont mis en couleur, passés à une norme, qui est une norme de 62 pages, et passés en couleur. Toujours 62 pages? Toujours 62 pages. Il fallait respecter. Qui donnait cette norme? Hergé? C'est Louis Casterman. Ah oui, l'éditeur. Il était les deux, il était éditeur et imprimeur. Ah oui, attention, il ne faut pas confondre. Oui, donc aujourd'hui, Casterman n'est plus imprimeur depuis longtemps. Oui, il n'est qu'éditeur, c'est ça. Et pas de tout. Oui. Et il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent en jeu. Dans la série des 24 albums vous les répertoriez, je crois, vous les avez répertoriés... Oui, en 3 périodes, oui. En 3 périodes. Oui. Quelles sont ces 3 périodes? Vous pouvez nous les rappeler? La première période, je dirais, c'est la période du front pionnier, quoi, le début. Alors, Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique. Après... Tintin en Amérique, c'était le 3e. Le 3e. Le 4e, c'est les cigares du pharaon, qui sont complètement dans la même lignée que les 3 premiers. Oui. Mais arrive l'exception Lotus Bleu. Comme ça, il est arrivé comme ça, Lotus Bleu? Oui, parce qu'en fait, il a rencontré quelqu'un. C'est ça, il a rencontré un jeune Chinois. Chang. Chang. Chang, et son vrai nom, c'est Chong Cheng. Ah bah oui. Chang Cheng. Et il lui a demandé de lui parler de son pays, et à ce moment-là, la Chine était
Et il y avait les comptoirs, le comptoir international, le comptoir japonais, comptoir, je crois qu'il y avait un comptoir français, bien sûr, anglais, bien entendu. Et donc il raconte ça. Et là, il est bien obligé, puisqu'il travaille avec une tierce personne, de faire une histoire qui se tienne, quoi. Hein. Donc il fait un scénario. Pour la première fois de sa vie, c'était un scénario. Bon. Et donc forcément, tout de suite, l'histoire, blam, elle prend une dimension super. Là, il est dans le top 10, celui-là, même peut-être dans le top 5 pour certaines personnes. D'accord. Par contre, le dessin en noir et blanc est magnifique. En noir et blanc, je dis bien. Il était capable de dessiner en couleur comme en noir et blanc. Non. Uniquement en noir et blanc. Il ne dessinait qu'en noir et blanc. Il n'a jamais colorié. Qui coloriait alors ? Alors, dans un tout premier temps, comme je l'ai dit, c'était des personnes qu'il avait embauchées pendant la guerre, et en particulier il y a Jacobs, pardon. D'accord. Hein, c'est le papa de Black et Mortimer, a été embauché à partir des albums noirs et blancs, en faire des albums couleur. Donc, c'était son boulot. Son boulot. D'accord. Il était chanteur d'opéra, c'est pour ça que... Pas mal. Quoi. Alors là, ça c'est la première période. Alors non, elle va plus loin. Je dirais qu'elle... après... oui, je mettrais l'oreille cassée dans la même... Dans la même première période, c'est ça. Puis après, il y a une période intermédiaire, je dirais, pourquoi intermédiaire ? C'est une transition, quelque part, par rapport à la troisième ? Non, c'est mon avis à moi, et je le partage. C'est bien de partager son propre avis. Le sceptre d'Ottokar me semble être d'une autre génération. D'accord. À partir de là, on commence à parler de quelque chose de plus sérieux. Ça devient plus sérieux, quelque part. Plus sérieux, plus professionnel. C'est ça, oui. Pensé, planifié à l'avance, une histoire où on sait où on va arriver à la fin. Avec un scénario bien établi. Voilà. Même si forcément ça évolue avec l'évolution de l'histoire, mais enfin bon, il y a quand même quelque chose qui se passe là, à ce moment-là. Et alors, combien d'albums dans cette deuxième période Alors, la deuxième période, après, c'est pour moi une période intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a jusque L'étoile mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième période comme album Donc, le sceptre d'Ottokar. Ouais. Le crabe aux pinces d'or, j'en oublie un, j'en suis sûr. Pas grave. Crabe aux pinces d'or, et puis l'étoile mystérieuse. C'est le tout début de la guerre. Non, c'est ça. On est en 39, là, par là ? Non, oui. Oui, 39, 38. 1939. De 37 à 40. D'accord. Et donc, la troisième période démarre en 40, 41, non ? Elle démarre en 40. 40, carrément. Avec le chef-d'œuvre d'Hergé, le secret de la licorne. Moi, j'ai entendu que c'était la Castafiore. Ah oui, mais ça, c'est pour des raisons personnelles, je sais pas. D'accord. Oui. Mais c'est-à-dire que là, on est sur, je l'ai dit, on est sur un roman d'aventure. Oui. Bien magnifique, structuré. Plus que structuré. Il y a trois histoires qui se mélangent. C'est vachement bien fait. Il a un coup de génie. Je ne sais pas ce qui lui arrive à ce moment-là, mais il fait. Et puis après, il va sur l'île au trésor. Enfin bon, c'est quand même pour les enfants. Vous imaginez, il y a là, on est pour des enfants. C'est l'aventure à fond. Ah oui, c'est à fond. C'est magnifique, magnifique. L'intrigue est compliquée. Elle est compliquée, mais elle est compréhensible par des enfants quand ils font un effort, quoi. Oui, moi vu mon âge, j'étais enfant à l'époque et je me rappelle, j'adorais ces genres de. Donc ça, c'est au trésor. Ça, c'est la première, et puis derrière, il enfile les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Super aussi, ça. Ouais, c'est top. La fin est partie en queue de poisson. À mon avis, il voulait en faire plus, et puis les 62 pages étaient arrivées, mais bon, autrement, c'est aussi très, très, très bien. Donc là, c'est l'âge d'or de Hergé. C'est au moment où il devient vraiment un grand, très grand créateur. Donc c'est de 1940 à... Jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre. Après-guerre, dans les années 50, il a fait des choses magnifiques qui sont
qui sont de l'âge adulte, si vous voulez. Mais au moment où il a son génie qui explose, c'est pendant la guerre. C'est incroyable, mais c'est là. Mais il était imperméable aux événements de la guerre, probablement. Il était dans son truc, on va dire. J'ai tout son courrier, donc j'ai tout lu de ce qu'il écrivait. Son courrier, il se préoccupait de ce qui se passait à l'extérieur. Un peu quand même. Pas beaucoup. Non, il était dans son truc. Dans son projet. Il parlait il avait un intermédiaire chez Casterman, avec qui il correspondait presque tous les jours, presque. Et donc on voit avancer les trucs, les idées. L'autre lui envoie des idées, pas des injonctions, parce que on peut pas. Hergé, il fallait lui parler propre à lui. Hein. Ah oui. Ouais. Il était. Avant, si on ne lui parlait pas propre, ça faisait je sais pas, quoi il se mettait en colère. Je crois. Oui, carrément. Je pense. C'était quelqu'un de coléreux ? Je ne sais pas. Non. Mais enfin bon. Et donc là, on a fait les 3 périodes. Il y en a une 4e ? Oui, je dirais qu'il y a la 4e. Oui, 1, 2, 3, 4. Oui, ça dépend comment on le découpe. Oui. Mais je dirais, oui, la période de l'âge mûr, je dirais, hein, c'est à partir de l'affaire Tournesol, Coq en stock, Tintin au Tibet, Bijoux de la Castafiore. Voilà, on a la 4 là. Qui sont... C'est des beaux aussi. C'est la période de maturité. Alors que pendant la guerre, c'est le moment où l'artiste explose. C'est l'expansion. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Ensuite, il est décédé... Je ne sais jamais si c'est 70 ou 83. Et donc 78 ou 83. Son dernier n'était pas achevé, je crois, c'est ça ? Oui, l'Alphard, oui, c'était une vague idée. Et l'avant-dernier, avant l'Alphard ? C'était... le vol Pas le vol... Non. 700, non, vol 714 pour Sydney, ça va encore, ça tient encore à peu près la route. Oui, ça tient encore. C'est un peu moins bon que ceux d'avant, mais ça va. C'est pas Tintin et les Picaros. C'est ça. Bon, là c'est 76 ou 77. C'est une œuvre de vieillesse. Ça commence à vieillir un peu, on va dire. Et alors après, vous finissez votre conférence en nous montrant que c'était quelqu'un de très... Perfectionniste. Perfectionniste, oui, c'est ça. Maladif. Qui reprenait les textes, qui reprenait les photos, les dessins, les images, etc. Et donc, vous nous avez donné quelques exemples qui illustraient bien tout ça, quoi. Et finalement, tout dépend quel album on a, finalement. Si on a un album des premières éditions, on va pas avoir la même chose qu'un album sortant... par la suite. C'est pour ça que j'ai toutes les éditions. Ah oui, dites donc, vous en avez pas mal alors. Non, jusqu'en 1964. Dites donc, en effet. Et à la fin... Après, ça devient moins intéressant. C'est les dos carrés, tout ça, ça va pas. Et à la fin de la conférence, vous avez eu la gentillesse de pouvoir... On avait demandé à certains des adhérents de l'UTL d'amener leurs albums, s'ils en avaient, quoi. Et vous avez pu en estimer... quelques-uns, ça peut valoir cher, un album de oui, Tintin. Il y avait par exemple une édition originale de On a marché sur la Lune. Oui. Ça vaut 750 €. 750 € quand même. En bon état. Oui. Celui-là était à peu près bon état, donc ça vaut 500 € à peu près, oui. Ah, j'en ai chez moi, faudrait que je vois, tiens. J'ai peut-être une fortune, j'en ai plusieurs. Non, tout le monde croit ça, malheureusement. Oui, je crois que oui. Mais la plupart du temps, pas trop d'illusions. Il y a une dame qui est arrivée, je lui ai dit, madame, je voyais le dos du celui-là. C'est pas la peine. Et puis dans un mauvais état, en plus, ça vaut même pas 1 €, quoi. Ça vaut 0. Ah non. Comme quoi. Non, mais ce sont des albums arrivés dans les années 80 qui sont tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, déjà, la valeur du truc, elle est très faible. Bien sûr. Et s'il est abîmé, il vaut plus rien, quoi. C'est normal. Puisqu'on peut le trouver n'importe où facilement. On a parlé tout à l'heure du capitaine Cradock, qui était un personnage d'un film franco-allemand. Oui. Il paraîtrait qu'Hergé soit inspiré de ce capitaine Cradock et a mis Haddock à la place. Ça fait rigoler parce que ça fait Haddock et puis ça fait penser à un pêcheur en quelque sorte, alors qu'il n'est pas pêcheur. Et puis le professeur Tournesol, ce serait
probablement le professeur Yves Rocard. Yves Rocard qui était le papa de Michel Rocard, de Michel, le Premier ministre. Dit-on. Alors, je pense que c'est plus ce qu'on dit plus tôt, ce que j'ai toujours lu, c'est que c'était Picard. C'est-à-dire celui qui a fait le bathyscaphe et qui est descendu dans les profondeurs. Fosses à 10 000 mètres. C'est lui qui est descendu encore aujourd'hui le plus profond de toute l'histoire de l'humanité. Parce que le plus profond, c'est 11 000 mètres. Eh ben, il a été à 8 ou 9 000 mètres, si je ne me trompe. C'est impressionnant. Enfin, voilà, 2 versions. Donc ça, c'est... Mais non, mais attendez. Le truc, c'est que la photo que j'ai de Picard... C'est tournesol, carrément. Au niveau de la coiffure. La coiffure, les lunettes, le machin, c'est tournesol. Et les cheveux, donc, surtout. Forcément, il s'est inspiré de ça. Oui, les cheveux, oui, c'est ça, Les cheveux bizarres. Mais il avait ça, il était comme ça, Picard. Bon. Alors, peut-être qu'il a fait de deux bonhommes. Peut-être. Voilà. Ça me fait penser au film que vous avez peut-être vu, Retour vers le futur, où le professeur qui monte dans la voiture, qui va aller vers le futur, et qui a aussi des cheveux un peu comme ça, un peu partout. En tous les cas, Bertrand Poulouek, on vous remercie beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie de l'attention que vous me portez. Pour cette belle conférence. Et merci aussi, Jean-Marie, de nous avoir accompagnés. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Beaucoup. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous et voyagez à tous les niveaux, par la lecture, mais aussi par l'étude de différentes choses qui peuvent être passionnantes. Et puis, promenez-vous dans la nature en protégeant au maximum les animaux, pas comme dans Tintin au Congo. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.